Ce graphique montre l'évolution de la mortalité infantile au Japon. Dans les années 1920, la tendance jusque-là à la hausse a commencé à s'inverser. En 1868, le Japon a entamé sa modernisation. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était un pays pauvre, peu développé sur le plan technologique. Cependant, malgré la guerre, la mortalité infantile n'a cessé de diminuer. Après le conflit, l'état nutritionnel de la population s'est peu à peu amélioré et le Japon se classe aujourd'hui dans les premiers rangs mondiaux en matière de longévité. Quels efforts ont été entrepris pour améliorer la nutrition des Japonais ? Examinons cela de 3 points de vue différents. L'amélioration de la qualité de vie, les repas scolaires et la santé maternelle et infantile. Tout d'abord, l'amélioration de la qualité de vie. Le service de vulgarisation agricole d'après-guerre a contribué à améliorer la situation alimentaire. Toutefois, une simple hausse de la production agricole ne suffisait pas à combler les différences de niveau de vie entre les zones urbaines et rurales, ni à résoudre le problème de la malnutrition. C'est pour faire la lumière sur ces questions et modifier la qualité de vie dans les zones rurales que le mouvement pour l'amélioration de la qualité de vie a été inauguré. En 1948 a été promulguée la loi sur la promotion de l'amélioration de l'agriculture et les femmes instructrices pour l'amélioration de la vie ont fourni divers services de soutien et d'orientation aux groupes de femmes dans les zones rurales. Certes, les mères ont toujours soutenu le quotidien et la santé de toute la famille. Mais pour les femmes des villages agricoles de l'époque, les heures de travail excessives, les conditions familiales défavorables et l'impossibilité de participer à la prise de décision au sein de la famille ont nui à la vie et à la santé des familles tout entières en créant un cercle vicieux. Dans le cadre de la campagne d'amélioration de la qualité de vie, un certain nombre de mesures ont été prises. Amélioration du matériel de cuisine, réduction des tâches ménagères par le biais de conseils en matière de nutrition et de cuisson collective, fourniture de repas nutritifs, correction des habitudes irrationnelles comme les tabous alimentaires. Le plus important était que ces différents efforts ne soient pas uniquement le résultat de directives données par les instructrices au groupe de femmes, mais bien qu'ils se retrouvent au cœur des discussions villageoises et que les instructrices ne soient là que pour apporter une assistance technique à la mise en œuvre des solutions imaginées par les communautés locales. Ensuite, les repas scolaires. Les repas scolaires ont été suspendus pendant la guerre en raison des pénuries alimentaires. Mais ils ont repris après le conflit grâce à l'aide étrangère. Ils ont grandement contribué à l'éradication de la malnutrition infantile. En 1954, la loi sur les repas scolaires a été promulguée. Elle stipulait clairement que le déjeuner doit faire partie intégrante des activités éducatives. Ainsi, les repas scolaires ont grandement contribué à améliorer la santé, l'état nutritionnel et la constitution physique des enfants d'après-guerre et à créer de bonnes habitudes alimentaires. Par l'intermédiaire des enfants, des connaissances en matière d'alimentation et de nutrition ont également été transmises aux familles, ce qui a permis d'améliorer la nutrition dans l'ensemble des communautés locales. Voici un graphique qui montre à 3 époques différentes les apports alimentaires en glucides, protéines et lipides. Un bon équilibre est atteint lorsque les nutriments forment un triangle équilatéral. Dans les graphiques de 1946 et de 1960, l'excès de glucides et le manque de lipides sont flagrants. Mais le tableau de 1980 montre un bon équilibre nutritionnel. Tel est le résultat de la politique engagée par le gouvernement dans les années 1960 pour promouvoir une alimentation variée, les repas scolaires et la diversification de la production agricole afin d'en finir avec le régime alimentaire centré sur le riz. Cependant, on constate aujourd'hui que le régime alimentaire japonais perd de nouveau son équilibre.
C'est le résultat d'une consommation excessive de lipides entraînée par l'occidentalisation de l'alimentation. Le gouvernement s'efforce d'éduquer la population afin que les Japonais retrouvent une alimentation saine et équilibrée. Enfin, la santé maternelle et infantile. En 1942, les femmes connaissaient une situation nutritionnelle et sanitaire médiocre et le système de soins médicaux n'était pas encore bien établi. Un carnet de maternité a été conçu pour établir un système d'enregistrement des femmes enceintes. L'une des principales caractéristiques de ce carnet était que s'il était tenu à jour, il permettait aux femmes enceintes de bénéficier gratuitement d'un suivi de grossesse, de vaccination, de bons alimentaires, etc. En 1947, il devient le carnet de la mère et de l'enfant, qui couvre non seulement les femmes enceintes, mais aussi les nourrissons. Le carnet de la mère et de l'enfant contient des informations telles que la courbe de croissance et l'état nutritionnel des enfants, ainsi que la nourriture appropriée selon l'âge et les étapes de la diversification alimentaire. Il est très utile pour assurer une nutrition saine et une bonne santé de la mère et de son enfant. Après la guerre, le Japon a surmonté la malnutrition et la situation nutritionnelle s'est améliorée. Même lorsque l'économie n'était pas encore développée, avec le soutien du gouvernement, de nombreuses communautés locales s'employaient à maintenir les mères et les enfants en bonne santé et à améliorer leur vie. Les efforts déployés pour améliorer la santé et la nutrition des enfants dans le cadre scolaire ont été nombreux. Ces efforts, avec l'appui du gouvernement, se poursuivent encore aujourd'hui et assurent la nutrition, la santé et la longévité des Japonais.